qu'est-ce que j'ai comme chance. Et surtout que Radio France est en grève aujourd'hui. Je ne vais pas ouvrir le débat sur le statut des CDD, des CDI, du mode d'emploi, des baisses de dotations. Ah tiens, des dotations publiques. Vous savez, c'est un sujet d'actualité permanent. Ravi de vous retrouver. Donc, 2 tables rondes, le même principe qu'hier, présenter la méthodologie des groupes de recherche, les bénéficiaires. On va parler de chaque structure, 3 structures présentées aujourd'hui. Et puis, évidemment, vos témoignages, vos questions. Et puis, normalement, donc, il y a toujours un formulaire de questions aussi qui circule, que vous pouvez utiliser et que vous donnez ensuite aux responsables, aux représentants du FONGEP à l'issue de la table ronde, histoire d'augmenter les données, les questions, les inquiétudes ou les interrogations. Donc, bienvenue à Jean-Louis Laville, à Maïté Juan, à Gabriel Brie, président d'Habitat Jeune Pau Pyrénées. François Bayrou dirait « Bonjour ». Romaric Cornu pour la maison de Courcelles et Christelle Ferré à Fleur de Pierre, créatrice des jardins solidaires dont nous allons parler à Digne et à Manosque. Un petit mot sur Jean-Louis Laville, parce que Jean-Louis, je le connais depuis, lui, enseignant au CNAM, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, auteur de Bible. Parce qu'il y a une profusion aujourd'hui de publications sur l'économie sociale et solidaire, mais si vous voulez connaître l'histoire de cette économie, connaître aussi cette fourmilière associative qui existe en France, les modèles coopératifs, je vous conseille les lectures de Jean-Louis. Voilà, comme ça c'est dit. Avec donc la fondation de la maison Sciences de l'Homme. Je vais vous tendre un micro. Jean-Louis, ça marche? Oui, ça marche. Donc l'entrée en matière, la sollicitation du FONGEP, l'entrée en matière, les déductions, vous en tirerez après, mais d'abord l'entrée en matière avec les 12 associations, 10 6 oh, pas plus? Non, je plaisante. Bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe de cette mise en jambe. Effectivement, comme Philippe vient de le dire, c'est pas d'hier que nous nous intéressons aux associations et à l'économie sociale et solidaire. Et j'y reviendrai tout à l'heure un instant. Je pense que ce que l'on va dire va résonner par rapport à des choses qui se sont dites déjà hier. Peut-être la spécificité que l'on a, c'est d'essayer de voir comment le monde associatif évolue sur le plan international, parce que c'est vrai qu'on travaille sur cette question à la fois au niveau européen, mais aussi dans d'autres continents. Et en commençant, j'ai une pensée aujourd'hui pour les militants du mouvement associatif brésilien, dont certains aujourd'hui sont dans de grandes difficultés puisqu'ils s'affrontent au pouvoir actuel. Et je crois que se mettre en contact avec aujourd'hui nos interlocuteurs dans différentes parties du monde, c'est aussi essentiel par rapport à la meilleure compréhension de ce qui se joue au niveau local. Donc on avait commencé à travailler, c'est vrai, sur les associations d'éducation populaire. Moi, le premier travail que j'ai fait, c'était entre 1990 et 1997. Vous voyez que ça ne nous rajeunit pas. Il s'agissait de comprendre comment est-ce que des associations pouvaient s'adapter au nouveau contexte qui commençait à se profiler à la fin du XXe siècle. Et on était allé en particulier dans 2 associations d'éducation populaire. C'est un travail qui a duré assez longtemps, puisqu'en fait, c'est un groupe de chercheurs et de responsables associatifs qui s'est réuni pendant 7 ans, de 1990 à 1997, et on a passé effectivement pas mal de temps, au moins dans 2 associations d'éducation populaire, les CMEA Languedoc-Roussillon et Peuple et Culture Isère. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'agencement déjà à l'époque entre le projet associatif et puis les modèles socio-économiques. Pourquoi? Parce que l'éducation populaire, historiquement, est portée vers le projet. Elle est là parce qu'elle a projet. Et donc, le modèle socio-économique, pendant très longtemps, il a été minoré. Pourquoi? Parce qu'on était dans une période relativement favorable, où en plus, des associations d'éducation populaire en nombre avaient tissé aussi des complicités avec l'administration par le biais, par exemple, de la résistance. Et donc, pendant longtemps, il y a eu des opportunités qui ont été possibles en matière économique, et donc finalement le projet tirait l'ensemble et le modèle économique suivait.
Ça a commencé à coincer à la fin du XXe siècle. Et effectivement, là, on s'est rendu compte par rapport, par exemple, à Peuple et Culture Isère, qui a été obligé à la cessation de paiement, que finalement, le modèle socio-économique n'était pas suffisamment élaboré conjointement avec le projet. Et donc, il y a ce problème-là, je crois, dont il faut partir, puisque c'est l'héritage des associations d'éducation populaire. Ensuite, et là on le voit bien à l'international, ce qui a caractérisé les 2 premières décennies du XXIe siècle, c'est l'arrivée, alors on le sentait déjà à l'époque dont je parlais, mais l'arrivée pendant ces 2 dernières décennies de ce qu'on peut appeler une technocratie modernisatrice, c'est-à-dire tout un ensemble d'organisations, de consultants, de conseils qui se proposent de moderniser les associations. Et alors là, effectivement, je pense qu'au niveau international, on retrouve les mêmes caractéristiques dans cette littérature qui s'est beaucoup développée dans les 20 dernières années. Premièrement, c'est que cette littérature, en fait, réduit les associations à une fonction de réparation. C'est-à-dire que les associations, en gros, pour cette littérature, c'est des braves gens qui s'occupent des populations à problème. Et donc on voit bien que c'est uniquement pour retisser le lien social, comme on dit, mais c'est jamais pour transformer la société. Donc il y a un oubli dans cette littérature de la fonction transformatrice des associations. Il y a aussi l'idée un peu simpliste, qu'il y aurait un amateurisme de gestion dans les associations et qu'il y aurait un professionnalisme du côté de l'entreprise dont il faudrait s'inspirer. Il ne faut vraiment jamais avoir travaillé en entreprise pour avoir une représentation aussi simpliste comme s'il n'y avait de l'amateurisme que dans les associations et du professionnalisme systématiquement dans les entreprises. Il y a aussi un 3e trait qui caractérise toute cette littérature au niveau international, c'est l'idée que finalement on est dans un monde de bisounours, c'est-à-dire on est dans un monde pacifié où tout le monde est d'accord, les acteurs privés, les acteurs publics, les acteurs associatifs, tout le monde fait du partenariat parce que tout le monde veut du bien commun. Comme si c'était si simple, comme si la société dans laquelle on était n'était pas aujourd'hui handicapée par les inégalités toujours plus profondes et si elle n'était pas confrontée à des mutations sur lesquelles il y a des désaccords et des conflictualités démocratiques. Et je pense qu'il faut admettre qu'il y a aussi des acteurs aujourd'hui dans la société qui ne vont pas tous dans le même sens parce que sinon on en reste à une version très naïve de la société. Et puis, il y a cette idée que il y aurait finalement une possibilité de faire de l'hybridation et de la co-construction, on va revenir sur ces termes, mais il s'agirait simplement, dans cette hybridation et cette co-construction, de remplacer en gros des fonds antérieurement publics par des fonds privés. Ce que l'on a essayé de faire dans la recherche, c'est justement de montrer que la situation ne se réduisait pas à ça. Et évidemment, on va retrouver des choses qui ont été dites hier. Ce qui nous a semblé, c'est qu'il fallait aussi, c'est notre rôle un peu de chercheur, faire une passerelle entre les actions de terrain et un certain nombre d'approches théoriques qui ont aussi apporté des choses qui permettent aujourd'hui de comprendre les associations et qui permettent de ne pas réduire l'analyse des associations à celle de cette technocratie modernisatrice que je citais. 2 grands apports, après j'en ai fini, 2 grands apports sur les associations. D'abord, il y a tout un courant de philosophie politique qui, de Arendt à Habermas, nous apprend que le politique, et je reprendrai ce qu'il disait hier, c'est-à-dire pas le politicien, on n'est pas dans les partis politiques, mais le politique au sens de la vie ensemble dans la société, ça a 2 aspects, à la fois les pouvoirs publics qui ont le monopole de la violence légitime en démocratie, mais aussi ce qu'on appelait hier des espaces réflexifs et qu'on peut appeler avec Habermas des espaces publics. C'est-à-dire que les associations, ce n'est pas simplement des organismes privés. C'est aussi des lieux dans lesquels il peut y avoir de la délibération, il peut y avoir de l'invention. Et cette invention, c'est ça qu'on a essayé de mettre à jour pour qu'elle ne soit plus invisible. Et cette invention qui se fait par la délibération, qui se fait par la mobilisation bénévole, qui se fait par des coopérations sur les territoires, on va y revenir en détail, elle a une traduction économique aussi. Et c'est là où il faut faire le lien, il faut arrêter de disjoindre d'un côté le projet sociopolitique et de l'autre côté le fonctionnement socio-économique. Finalement, le projet sociopolitique, il gagne de la force quand il a un modèle économique qui lui est approprié. Et il ne s'agit pas de faire du professionnalisme gestionnaire en oubliant le projet.
Il ne s'agit pas non plus d'être focalisé sur le projet et de ne pas penser les équilibres économiques. Et ces équilibres économiques, ils ne peuvent être compris, à mon sens, que si on sort d'une vision théorique de l'économie dominante qui réduit l'économie au marché, et si l'on prend en compte ce qu'on appelle l'école substantive en économie, c'est-à-dire tout un ensemble d'économistes qui ont montré que l'économie, ce n'est pas seulement le marché, parce que le marché ne fait pas vivre aujourd'hui l'ensemble de la planète. Il y a la moitié de la planète qui vit par d'autres biais que par le marché, en particulier par la redistribution publique, ça c'est bien connu, mais aussi, et c'est là-dessus qu'a porté le travail, par toutes les formes de ce qu'on pourrait appeler la réciprocité, c'est-à-dire finalement les formes économiques qui sont mises en place pour essayer de faire qu'il y ait ce lien social dont je parlais tout à l'heure, mais un lien social qui peut aussi avoir avec la transformation sociale. Donc voilà un peu, disons, l'arrière-plan dont on est parti pour essayer de regarder ce qui se passe dans les associations et en particulier d'essayer de mettre au jour ce qui généralement est invisible parce qu'on ne parle que de ressources publiques et de ressources privées. Ce sur quoi on a essayé de travailler, c'est les ressources que les associations arrivent à mobiliser par leur inventivité propre. Merci Jean-Louis. Pour ces précisions très claires, je suis curieux de savoir ce que Yann Chaput va faire de ce préambule, notre facilitateur graphique. Ça va, Yann, vous vous en sortez? Maïté Jouan, sociologue. Alors, ça m'intéresse parce que vous avez travaillé sur le monde associatif en France et en Espagne. Ça ne marche plus ici. On en parlera peut-être tout à l'heure. Par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis, et avant de connaître l'approche que vous avez eue avec nos 3 représentants associatifs. Allô? Oui. Il y a problème, c'est la Radio France qui tombe. Ce que vient de dire Jean-Luc correspond à votre démarche. L'association, c'est d'abord un creuset d'innovation démocratique. Et c'est ce qui a guidé votre choix. Alors oui, avant de revenir justement à la méthodologie vraiment concrète, peut-être qu'on y reviendra après. Oui, en fait, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de se distancer, justement, comme vient de le dire Jean-Louis Laville, des approches à la fois entrepreneuriales et gestionnaires des fonctionnements associatifs, et en particulier des modèles associatif et de reconnecter la dimension politique et la dimension socio-économique. Et du coup, on a procédé en 3 temps. En fait, on a essayé d'analyser d'abord les rapports entre associations et pouvoir public pour mettre l'accent sur cette tension en fait, qui traverse beaucoup d'associations entre le maintien d'une autonomie critique des associations vis-à-vis des administrations, des collectivités territoriales, et les relations potentielles de co-construction de l'action publique. Donc comment les associations peuvent s'investir auprès des élus ou des techniciens dans des dynamiques de coproduction de l'action publique. Ça, c'était la première partie de l'analyse. Ensuite, on a voulu analyser les coopérations territoriales. Donc comment les associations s'ancrent dans des écosystèmes de coopération à l'échelle des territoires qui leur permettent en fait de drainer des ressources à la fois marchandes, donc pour nourrir les prestations de services, et en même temps des ressources réciprocitaires, justement issues de l'entraide et des relations de coopération, de mutualisation. Donc ça, c'était la deuxième partie. Et la troisième grande partie, c'était analyser la démocratie interne des associations pour montrer justement que les modèles socio-économiques sont en étroite relation avec à la fois la question de la mobilisation des habitants dans les territoires, la mobilisation du pouvoir d'agir des habitants, qui vont venir s'investir en tant qu'usagers ou en tant que bénévoles dans la construction du service associatif. La question du bénévolat, donc on a essayé de construire une grille du bénévolat. On a essayé de défendre une écologie du bénévolat dans les associations. Et une dernière sous-partie qui portait sur les gouvernances associatives. Donc la question de la gouvernance participative, parce qu'une large partie, enfin la majorité, même la totalité des associations de l'échantillon étaient déjà investies dans un travail de réflexion et de questionnement sur leur modèle organisationnel. Et on a essayé de montrer que cette question de la gouvernance, de l'organisation et de cette réflexivité qu'on peut avoir sur l'organisation interne est déterminée et influe en même temps sur les ressources économiques. Et donc très rapidement, dans le rapport justement entre autonomie critique et co-construction de l'action publique, on a essayé de délimiter 3 types de dynamiques entre associations et pouvoir public.
On peut citer donc du coup la première dynamique qui est la dynamique de contre-pouvoir, où les associations, ou certaines associations de l'échantillon en fait se situent dans une logique de débordement des institutions et d'interpellation très forte, en constituant des réseaux de contre-pouvoir, en fait, des réseaux citoyens d'interpellation. La deuxième dynamique, c'est la dynamique de partenariat, où il y a des relations en fait, entre associations et pouvoir public, où il y a souvent un soutien des élus, mais c'est une relation asymétrique entre les acteurs associatifs et les élus. Et une troisième dynamique qui est là, la dynamique vraiment de co-construction, où les acteurs associatifs s'investissent dans la conception de la politique publique, dans son évaluation et dans l'élaboration des critères avec certains élus. Ça, c'est un type de catégorisation qu'on a pu faire. Donc, je ne vais peut-être pas revenir sur toutes les catégorisations. Au niveau des coopérations territoriales, on a essayé aussi de faire un gradient des coopérations territoriales. Donc, les associations qui arrivent vraiment à nourrir des dynamiques de développement social local. Donc, certaines associations qui sont vraiment dans des relations écosystémiques, où elles nourrissent vraiment des coopérations très denses et qui rétroagissent sur le territoire, qui permettent de créer de nouveaux services. Jusqu'à des associations qui en fait sont dans des formes d'enclavement territorial et qui sont dans des formes d'enfermement en fait au niveau du territoire. Et forte de ces données, donc la méthode que vous avez employée. Oui, alors la méthode. Alors en fait, on a donc comme l'a dit Jean-Louis, je comprends tout pour l'instant. Oui. Ça va. Bon là c'est juste voilà, c'est une ébauche. Une ébauche très synthétique, mais si ça vous intéresse, donc il y a l'enquête. Oui, et d'ailleurs, je fais une parenthèse, après je me tais. Oui. Le produit de cette recherche va faire l'objet d'une publication. Alors, la publication est déjà en ligne, apparemment. Déjà ? Depuis hier soir. Mais je croyais qu'il y avait un livre à la clé. Non oui. Jean-Louis je vous ai de la pub pour Jean-Louis. Bon, il ne le dit pas maintenant. Il nous le dira tout à l'heure. Tout à l'heure, d'accord. Pardon. Donc, au niveau de la méthodologie, oui, en fait, comme l'a dit Jean-Louis, nous, on a essayé vraiment de s'ancrer dans notre méthodologie, elle s'ancre vraiment dans une approche anthropologique, on peut dire, de l'économie, et hétérodoxe, puisqu'elle se situe dans la lignée des travaux d'anthropologie économique de Karl Polanyi. Et du coup, on a essayé de combiner à la fois l'analyse des données budgétaires des associations, donc toute la documentation interne, avec une analyse vraiment plus qualitative, à travers des entretiens semi-directifs. Donc voilà, on n'a pas fait forcément de travail d'animation, de groupe de réflexion, parce que pour nous, c'était une phase qui devait venir après, parce qu'on a vraiment essayé de saisir les dynamiques internes aux associations, les rapports, enfin, voilà, comment elles s'ancrent dans un environnement institutionnel, territorial, social, ce qui nécessitait quand même un travail de fond à travers des entretiens semi-directifs. Donc, on a débouché sur, si je retrouve, 86 entretiens, donc à peu près 12 à 16 entretiens par structure. Et ensuite, on a organisé des sessions de restitution-débat à la fin de l'enquête, donc entre janvier et mars, pour essayer de mettre en débat et en discussion ces axes d'analyse avec les associations. Donc l'analyse a quand même bougé encore à travers, après ces sessions de discussion, de débat. C'était bien la motivation de ces sessions de débat. Et donc voilà, dans le travail d'entretien, l'idée c'était vraiment d'essayer de saisir les motivations des acteurs qui allouent les ressources économiques et les logiques d'acteurs. Vraiment, c'était une manière de saisir de manière beaucoup plus fine comment sont attribuées les ressources économiques et quel sens leur donnent les acteurs, donc notamment les bénévoles, mais aussi les partenaires financiers ou les partenaires opérationnels qui coopèrent avec les associations. Alors, grâce à vous, on a un répertoire très clair sur le positionnement des associations. Et on va demander à Gabriel, président d'Habitat Jeune Pau Pyrénées, dans quelle catégorie il se situe. Donc, l'association contre-pouvoir, l'association dans sa relation asymétrique et l'association dans une position de coproduction. Vous êtes dans l'asymétrique, Gabriel ? Ça dépend si on regarde à gauche ou à droite. Et si on regarde en face ? Je vais d'abord, je reprends effectivement ce que Maïté Juan a dit il y a 2 minutes. Il y a une méthode de travail qui a été une méthode plus basée sur l'observation que effectivement sur l'animation. Donc, je voudrais dire quelques mots quand même sur notre association, parce que derrière le terme d'association, nous savons que nous recouvrons des réalités extrêmement différentes. Notre association Habitat Jeune, c'est une association qui a 55 ans d'existence cette année, comme beaucoup de ces associations. Et à travers 3 dates, je crois qu'on peut voir ce que Jean-Louis Laville
tout à l'heure nous développer, c'est-à-dire comment ont évolué la relation entre un périmètre social et puis une réponse associative. Quand même, je voudrais introduire un peu d'histoire et puis une actualité importante. Entre le moment où nous nous sommes portés candidats à cette étude et aujourd'hui, nous avons vécu un tsunami avec la disparition de notre directeur, qui est un homme qui porte l'association, qui l'a portée, qui l'a développée, qui est un membre depuis le début du réseau UNAGE, qui a aussi beaucoup contribué avec un charisme tel que, effectivement, aujourd'hui, notre association, malgré cette disparition, sait rebondir et travailler. Voilà, donc je lui rends hommage ici, même si la plupart d'entre vous, probablement, ne le connaissaient pas. Notre association, en 1963, c'est un groupe d'entrepreneurs palois. Vous venez de l'insertion professionnelle, hein, vous, Gabriel. Pardon ? Vous avez déjà un long passif dans l'insertion professionnelle. Moi, j'espère un long actif. Oui, mais, un passif actif. Voilà. Mais l'association, c'est effectivement, 1963, un groupe d'entrepreneurs plutôt d'obédience humaniste qui, sur une ville moyenne, Pau, a besoin d'attirer de la main-d'œuvre et se rend compte que c'est la venue de la ville vers la campagne, hein, et que les jeunes qui arrivent de la campagne, c'est une culture extrêmement différente des jeunes de la ville, hein, c'est la chanson de Ferrat, « Quitte un le pays pour s'en aller ». Et donc, il s'agit de les attirer et de les encadrer. Et donc, va se créer une association en 1963, excusez-moi, il paraît que je n'ai pas le micro assez près, va se créer une association dont le titre dit exactement le regard que l'on portait à ce moment-là sur la forme de travailler, s'appelait le foyer logis des jeunes travailleurs de Pau. Donc foyer, logis. Voilà. L'objectif, c'était de les loger, de les encadrer. Cette association a été très dynamique, avec des heurts et des malheurs et des bonheurs. Pendant tout ce temps-là, je donne une deuxième date, parce que c'est important, c'est nos nouveaux statuts. Le nom change, alors c'est dans le réseau que le nom a changé. De foyer logis, nous devenons Association Habitat Jeune. Le concept qui arrive maintenant, c'est habiter, effectivement, et puis effectivement, la population cible, les jeunes. Le mouvement UNAGE avait défini quelque chose d'intéressant. Il disait nous sommes passés d'une population ouvrière d'une jeunesse ouvrière à une jeunesse incertaine. Je crois qu'il n'y avait pas que la jeunesse. Il y avait aussi, nous sommes passés d'une société ouvrière à une société incertaine. Et c'est ce regard, c'est ce rapport entre ces deux réalités que nous travaillons avec Habitat Jeune depuis longtemps, c'est-à-dire l'idée que notre objet n'est pas simplement de permettre à des jeunes de trouver un logement et d'avoir un accompagnement pour s'insérer sur un territoire, mais aussi à un territoire de se poser la question de comment il intègre, comment se posent les questions de jeunesse et comment il les intègre. Donc ça, c'est la deuxième chose. À travers les statuts, c'était effectivement pouvoir signifier le changement de paradigme entre ces deux moments dans notre histoire. Et à partir de là, il a été question de redéfinir l'objet et les valeurs sur lesquelles nous nous appuyons. Et effectivement, avec l'arrivée de Philippe Mahé, la dimension politique a repris tout son sens à deux endroits. Le premier, c'est le retour de l'acteur, je dirais, c'est-à-dire dans une société qui va amener les associations à devenir agents de service public, tiers secteur, etc. L'idée de dire nous sommes des acteurs, des coproducteurs de la réponse publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, le concept central, c'est l'émancipation, c'est la transformation sociale. Voilà. Avec la revisitation d'approches comme c'est quoi l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire qui nous percute et qui rentre dans notre logiciel, en quelque sorte, et puis la question de la mixité sociale. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes des structures qui nous adressons
aux jeunes, à tous les jeunes. Et le risque majeur, c'est de les ghettoiser. Donc l'idée, c'est que la cité les reprenne en compte. Bon, notre modèle d'origine, c'est la résidence jeune, qui quelque part quand même est un peu un ghetto. Hein. Et donc l'idée, c'est comment on transforme cet espace-là en espace partagé. Donc voilà, j'ai quelques éléments. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que le travail a commencé par un travail en interne. Je crois que la direction, son principal travail, ça a été de se tourner vers les partenaires politiques pour leur dire nous sommes là, nous sommes présents, nous avons à voir avec la question que nous traitons. Et la deuxième, ça a été de se tourner vers le personnel, parce que ces associations sont arrivées très rapidement, entre 63 et 80, comme beaucoup d'associations de ce type-là, à une professionnalisation, et donc quelque part à la mise à l'écart, sinon à la disparition, des bénévoles. Et la question du bénévolat, nous la réinvestissons depuis un certain nombre d'années. Très modestement, je suis arrivé dans l'association en 2013 et j'ai été poussé, comme beaucoup d'entre nous, à la présidence l'année d'après. Et mon idée, ça a été de dire il est possible de créer une troisième génération d'administrateurs. La première, c'était les fondateurs. La deuxième, quand même, ça a été une génération qui a été un peu une génération notabilisée. Voilà. Et la troisième, c'est est-ce qu'on peut refonder la place des administrateurs dans une association comme celle-là, ou bien est-ce qu'une association comme celle-là doit se poser deux questions. La première, sommes-nous encore une association? Est-ce que nous devons fonctionner autrement? Et la deuxième, c'est si nous sommes une association, quelle est la place de chacun? Voilà. Et ces questions, donc... c'est là-dessus que nous travaillons. Et vous ont poussé à être candidat pour profiter d'une recherche? Non, je crois que c'est parce que j'ai été poussé à la candidature que je me suis dit, je ne vais pas faire de la représentation. Il y a quelque chose qui me tracasse. Oui, mais alors, voilà. Qu'est-ce qui vous tracassait? Eh bien, c'était la place des bénévoles dans cet espace-là, parce que tous les modèles que nous avions étaient des modèles un peu à balancier, quoi, le tout professionnel ou le tout bénévole. Et donc l'idée, c'était de dire, il faut peut-être réinvestir notre rôle politique dans cette dynamique. Et donc, on a travaillé, puis j'en resterai là, sur plusieurs points. Le premier point, nous avons revisité notre projet associatif en réaffirmant les valeurs que je viens de nommer. Nous sommes une association. Nous sommes une association d'éducation populaire. Nous sommes une association accrochée à l'idée d'une alternative qui est l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes une association qui travaillons sur la mixité sociale et nous sommes une association qui avons un rôle à tenir dans l'espace public. Nous sommes des acteurs et pas des... Voilà. Mais auprès de l'AGLO, vous êtes entendu dans ce rôle politique? Alors, il y a aussi une réalité. Voilà, les réalités, ça vient dans notre agglomération paloise. Un fief socialiste, encore que le socialisme à la Barrère, on aurait pu en parler, mais qui a versé Bayrou ces dernières années. Et donc, nous sommes sur des logiciels aussi, sur des représentations très différentes. C'est un partenariat qui existe, qui est vraiment fortement scellé, mais en même temps, qui est à retravailler, parce que nous n'avons pas les mêmes références lorsque nous croyons parler de la même chose. Et donc, c'est un travail que nous avons à faire. Voilà. Donc, investi sur le territoire, investi dans le réseau. Nous avons continué en revisitant notre gouvernance. Voilà. La place de chacun, depuis le résident, parce que j'en ai pas parlé jusque-là, et pourtant, depuis le résident, en passant par les salariés, par les bénévoles, et puis la place aussi des partenaires dans l'environnement. Voilà, quelle place ils prennent là-dedans. Et le troisième élément, du coup, ça a été de réécrire nos statuts, sachant que dès qu'on les a écrits, on en est profondément insatisfait, parce que, une fois encore, on s'aperçoit que quand le projet est posé, il est derrière, alors qu'il est censé être devant. On va parler de la maison de Courcelles. Je ne sais plus quel âge elle a. Depuis plus de 30 ans, en tout cas, elle existe. Elle est oui. dans un lieu absolument paumé, magnifique. On fête les 40 ans cette année. Ah, les 40 ans, déjà. Dans un lieu magnifique, paumé, je suis un petit peu chauvin, c'est pas loin de chez moi, c'est la Haute-Marne. La Haute-Marne, c'est un département qui se dépeuple petit à petit. Voilà, on est sur le plateau de Langres, ouais, avec une très belle ville, magnifique ville fortifiée. Aller à Langres, c'est dur en ce moment.
Il y a comme quand vous même quelque disiez- chose qui se trame dans ce cadre-là. Je le dis, c'est donc le projet qui est en gestation depuis bientôt 10 ans de la création d'un parc national qui sera le 11e, le premier au nord de la Loire. Et en fait, la maison de Courcelles s'inscrit déjà dans ce programme. C'est ça qui est original. La maison de Courcelles, c'est d'abord, on va le résumer, mais vous allez nous dire, c'est l'école de la liberté. Oui, on a déjà en point commun d'être une association de jeunesse et d'éducation populaire. Et le projet qui anime cette association, c'est la liberté, la pédagogie de la liberté, donc donner aux enfants la possibilité de faire leur choix, de choisir leurs vacances. Et ce n'est pas un espace qu'ils retrouvent régulièrement dans leur vie en général. Vous êtes sur un domaine qui est immense. Je ne sais plus combien d'hectares pour cette maison de Courcelles. Les bâtiments sont très grands. Et donc lui, Létoré, s'excuse. Il a eu des problèmes de santé, lui qui dirige cette maison depuis un bon moment. Lorsqu'il a lancé les travaux, il s'est arraché les cheveux. Et je comprends, parce qu'on était quand même à une somme astronomique, ou gastronomique si on est du pays langois, c'est plein de choses à manger. Mais je me suis dit, comment on va assumer cet édifice, cette construction? Jean-Louis parlait aujourd'hui des fonds privés, fonds publics. Vous vous retrouvez dans quelle situation? Alors déjà, pour inclure un peu l'auditoire, oui, on va décrire cette maison. C'est vrai que c'est un ancien couvent qui a eu déjà plusieurs vies avant d'être investi par l'association et d'aujourd'hui d'accueillir des groupes. Alors vous avez compris, des colos, mais aussi des classes découvertes, des groupes associatifs qui chercheraient tout simplement un lieu pour se retrouver. Donc voilà, on cherche à garder cette cohérence-là, ce sens-là, et pas en faire des mariages ou tout ce genre d'événements un peu plus de consommation, même si ponctuellement on peut se reposer la question aussi pour la survie économique. Donc ce grand lieu, il n'échappe pas aux normes de sécurité, incendie, qui évoluent, qui doivent être validées par des commissions. Et on s'est retrouvé face au fait qu'il fallait faire des travaux. Et pour faire des travaux, pour pouvoir pérenniser notre activité, les postes des salariés, il fallait faire des travaux. Et pour avoir des subventions, il ne faut pas juste rénover l'existant, il faut aussi voir plus loin. Et ce qui a amené l'enveloppe à gonfler jusqu'à un peu plus d'1 million d'euros. Avec voilà, des projets au niveau de l'accessibilité, au niveau de repenser les espaces pédagogiques. Donc on est allé chercher des financements privés. Je ne crois pas que ça ait marché spécialement. Des financements publics avec le département, la région, les fonds leaders de l'Europe. Mais pour que ça soit possible, il a fallu qu'on... Vous avez lancé un financement participatif? On a lancé un financement participatif qui a permis aux bénévoles aussi de s'impliquer et surtout de communiquer autour de cette situation, parce que c'est pas le financement participatif, c'est pas lui qui va remplir l'enveloppe, mais en tout cas nous faire connaître et créer une dynamique autour de ça. Et donc le propriétaire de murs, c'est l'UFCV, l'Union française des colonies de vacances. Mais pour pouvoir bénéficier de financement public, il a fallu faire un changement de bail, et c'est là qu'on rentre dans la construction, parce que c'est la communauté de communes qui a repris le bail de la maison de Courcelles pour pouvoir permettre à ces travaux qui vont débuter prochainement d'avoir lieu. Donc c'est l'ancienneté qui a permis d'avoir cette confiance de la Comcom, parce que les milieux ruraux sont tous les mêmes, ils ont les mêmes soucis, indépendamment du manque de moyens. Il y a l'urgence de donc la petite enfance, du troisième âge, de la mobilité, de l'emploi, de l'habitat, de l'insertion, de nouvelles modalités aussi de production, de consommation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va investir sur la maison de Courcelles?
À la maison de Courcelles, il y a 2 postes FONGEP financés par le FONGEP. Donc Mathilde, qui est animatrice polyvalente et qui travaille sur la rencontre, urbains, ruraux. Et Louis Létoré, que vous avez cité, lui, son financement FONGEP est sur l'ancrage territorial. Et donc toutes les actions qu'il a mis en place sur l'ancrage territorial a permis à la maison de se faire reconnaître comme un acteur. Et de cette reconnaissance, il y a eu une confiance qui a permis que là où les collectivités vont plutôt se désengager, là, au contraire, elle nous a soutenus au point de faire suffisamment confiance pour devenir propriétaire sur un bail amphithéotique. Et donc aujourd'hui, vous faites votre miel. Oui, pour dire un petit peu les différents projets. Quand on parle d'ancrage territorial, c'est aussi associer, créer du commun. C'est un terme que j'ai appris grâce un peu aux recherches qui sont venues nous permettre de nous rendre compte de ce qu'on fait. Donc ça a été créer un rucher pédagogique. Il y a en plus, avec une apicultrice qui est passionnée et qui, dans le cadre du futur parc national, veut créer un conservatoire de l'abeille noire, qui est une abeille particulièrement présente sur notre région. On fait du pain, on a un boulanger, un boulanger bio. Voilà, oui, qui va se fournir aussi dans le local. On a un maraîcher, alors qui est un ancien animateur, et puis quand il a lancé son activité de maraîcher, il a cherché les terrains, il s'est retrouvé à Courcelles. Je ne pense pas que ce soit un hasard, et aujourd'hui, il est embauché pour développer des jardins pédagogiques et continuer avec nous, en plus de son activité de maraîcher. Ça modifie les missions de la maison ? L'émission. L'émission, oui. D'accord. J'étais dans le carbone, je ne comprenais pas. Non, je sais que vous polluez très peu, n'en ayez crainte. On essaie de se corriger. Parce qu'il y a eu 2 choses, excusez-moi, je résume, il y a eu quand même cette bataille avec l'urgence de créer une poche financière pour mettre aux normes, agrandir, respecter les normes et aussi le confort du centre. Donc là, il y a eu une vraie bataille, on l'a bien compris, qui a peut-être modifié aussi vos comportements, vos perspectives d'engagement et de mission et d'activité au sein de la maison. Plus aujourd'hui, cet ancrage qui fait que vous ouvrez des fenêtres, vous devenez aussi à la fois un lieu éducatif de cette école de la liberté, mais un lieu de production. Oui, je pense que la cohérence entre tout ça, ça reste le prendre soin. Le fait de vouloir proposer à la fois un accueil de qualité aux personnes qui viennent, des produits de qualité, co-construire toujours dans l'idée de l'ancrage territorial. Donc, je trouve que ces missions, elles restent, elles vont dans le même sens. Je sais pas si j'ai répondu. Oui. Oui, Maïté. Oui. Peut-être par rapport à la maison de Courcelles. Moi, ce que j'avais trouvé très juste, c'était une expression de la maire, en fait, qui avait dit que la maison de Courcelles construit toute une multitude de symbioses micro-locales. Et c'est ce que j'ai voulu aussi, dans l'enquête, restituer, parce que c'est très vrai, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, que la maison de Courcelles met en cohérence son projet d'éducation populaire, donc son projet au départ culturel et éducatif, d'autonomisation de l'enfant, il le met vraiment en coïncidence avec son projet aujourd'hui alimentaire, d'alimentation biologique, de soutien des circuits courts, avec également son projet de développement durable et aussi un projet vraiment d'insertion socio-professionnelle. Et ça, c'est vrai qu'ils ne le valorisent pas suffisamment, mais ils sont vraiment dans un accompagnement des entrepreneurs locaux, donc ce fameux boulanger local ou les maraîchers bio du territoire. Et la maison de Courcelles joue vraiment un rôle de levier et d'accompagnement des entrepreneurs locaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une ressource, c'est un vivier d'emploi et un pôle économique du territoire. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant à étudier. Oui, juste pour ponctuer ce que vous venez de dire, je crois que ce qu'on commence à découvrir et qu'il faut, je pense, fouiller encore ensemble, c'est qu'il n'y a pas l'opposition
entre le social et l'économique. En fait, il y a aujourd'hui deux sortes d'économies. Une économie qui est prédatrice, pour de multiples raisons sur lesquelles on pourrait revenir, et une socio-économie de territoire. Et je pense que vous êtes déjà des acteurs majeurs de cette socio-économie de territoire, c'est-à-dire une économie du mieux vivre sur un territoire, une économie qui est au service des territoires, pas une économie qui a rompu tout lien, comme ça peut être le cas de certaines composantes. Et je pense que c'est ça qui commence à se profiler, hein, c'est que vous jouez un rôle dans une socio-économie du territoire qui permet d'améliorer ce qui se passe sur ce territoire au service des habitants. Je crois que c'est... Le contexte rural le veut ainsi aussi. Évidemment, on n'a pas les mêmes impératifs, j'imagine, dans l'agglomération de Pau qu'à Courcelles. Non, le lieu, c'est... Courcelles-sur-Aujon. 52 habitants. Encore que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais nous revenons à la ruralité. Par exemple, les communes rurales avoisinantes se sont bougées autour de Pau, se bougent beaucoup pour recréer de l'économie. Et de ce fait-là, se retrouvent confrontés à l'idée de retenir leurs jeunes ou de les faire venir. Et du coup, nous sollicitent pour réfléchir avec eux à la mise en place de moyens de le faire. Donc je crois qu'on assiste aujourd'hui aussi à un équilibrage peut-être. Alors nous sommes dans une ruralité de proximité autour de l'EPCI, mais quand même, donc il y a un changement là aussi. Christelle Ferré, on va parler des jardins solidaires à Fleur-de-Pied. Vous en êtes la créatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle idée vous avez eue? C'est pas un statut simple. Quelle galère, dans quelle galère vous êtes entrée? Eh bien non, justement, ça a trop bien démarré. Ça a démarré d'une idée assez simple. Moi, j'appelle souvent ça mon paquet cadeau, où on a mis plein de mots dedans, de ce qui nous était important. L'écologie, la solidarité, les familles, les enfants, la terre, etc., etc. Et puis, c'est sorti Jardin solidaire. Et c'est après coup, finalement, que j'ai... la chance du débutant, d'une certaine manière. C'est après coup que j'ai réalisé à quel point tout le contexte était favorable, à la fois humain, social et foncier, et puis politique. Et ça, je ne l'ai compris que quand, justement, ça a versé de l'autre côté. Donc, entre 2007 et 2011-12, ça a foisonné, quoi. D'un premier petit verger privé, de quelques familles qu'on connaissait, parce que moi, je venais du milieu professionnel de l'insertion. Donc, ça a commencé comme ça, du bénévolat, une brave dame qui a prêté son terrain, quelques familles, et une municipalité gauche plurielle avec pas mal d'élus verts qui ont tout de suite... Digne à l'époque. Oui, Digne-les-Bains. Qui est devenu indigne, c'est bien ça. Oula, Madame Granet, si tu nous entends. La mère est là La mère est là? Non. Là, non. Non. Bonjour Madame la maire. Oui, en tout cas, c'était nettement plus favorable à l'époque à ce genre d'initiative. Donc ça a été très vite. Et puis il y avait aussi un tissu associatif, un tissu local déjà très, très dynamique. Donc du partenariat, de la synergie, un premier jardin, un deuxième. La région qui était avec une grande politique sur l'économie sociale et solidaire, la création d'emplois à l'époque. Donc de fondatrice, présidente, bénévole. Au bout d'1 an et demi, je croulais sous le boulot et je suis devenue salariée. Ce qui est pas simple 12 ans après de pouvoir. Si une association a un grand rôle de transformation sociale, je peux dire qu'à Fleur-de-Pierre m'a déjà moi beaucoup transformée et ça c'est bien aussi. Et donc, j'ai réalisé hier en écoutant que ces années où au départ, on se disait, tiens, on est encore vivant, c'est incroyable. Et puis entre 2012 et 2015, ça a été tellement stable, tellement favorable, que finalement, on a aussi eu cette chance de prendre le temps, ce fameux temps dont on parlait hier, ce pas de côté, cette réflexion sur ce qu'on faisait, de quelques familles dans un petit bout de verger. On était déjà arrivé à 4 jardins de quasiment 150 adhérents, une centaine de familles, plein de projets, plein d'idées, le jardin, c'est extrêmement transversal, ça va à l'assiette, ça va à la création, ça va à
à l'écologie, à l'énergie, enfin ça va dans tous les sens, donc ça foisonnait. Et on s'est beaucoup interrogé sur la place, la coopération, la place du bénévole, comment chacun pouvait trouver son lieu d'expression, la valorisation de ce qu'il avait envie, lui, de faire, de transmettre ou d'apprendre. Enfin, et ça a été foisonnant. Et puis, le grand coup de massue, entre les élections municipales en 2014 et les élections régionales en 2015, il y a eu 2 années de latence, et puis 2016, le grand déficit. C'est-à-dire l'abandon de plein de subventions, donc brutalement comme ça. Alors on était un peu habitués, on était, c'est vrai, dans un mode plutôt de co-construction avec les politiques avant, des terrains municipaux mis à disposition, enfin vraiment tout un élan. Et puis d'un coup, des grosses baisses de financement inattendues. Enfin, inattendues, on aurait pu s'y attendre, mais bon. Et puis... cette co-construction qui se faisait plus du tout, quoi. On était sur les bases historiques. Bon, les terrains qui étaient à disposition, on les avait toujours, mais on sentait que ça passait plus. Je pense que ce qui a été très, très révélateur, ça a été ce qu'on a appelé notre combat à compostage. On avait mis en place, entre autres, une grande dynamique, une grande synergie autour de la récupération, de la collecte des biodéchets et du compostage, qui était pour nous une action extrêmement importante, qui est toujours pour nous une action extrêmement importante, et qu'on avait co-construit avec les politiques, avec le bailleur social, avec les écoles. Et donc on faisait de la récupération des déchets domestiques en bas des HLM, des cantines des écoles, et ça permettait à la fois de créer de la compétence, de l'emploi, de réduire les déchets, ce qui n'était pas négligeable, de produire du compost, ce qui favorisait la démarche de jardinage bio dans nos jardins. Enfin voilà, il y avait toute une synergie. Et on est arrivé à un modèle économique relativement correct, dans la mesure où la collectivité avait pris conscience qu'on extrayait du circuit des ordures ménagères un certain tonnage non négligeable, entre 20 et 30 tonnes. Et donc, du coup, ils nous reversaient chaque année une subvention correspondant à l'économie qu'ils faisaient. Donc c'était une opération blanche pour eux, et ça permettait pour nous de créer cette compétence de l'emploi, etc. autour de ça. Et vous a été retiré parce que j'imagine la municipalité a fait appel à une société privée pour gérer les déchets. Non, même pas, pas du tout. Non, pas du tout. En 2016, parce que moins de compréhension, moins de collaboration, etc. Simplement de dire, non, mais on vous verse plus cette subvention. Vous faites ce que vous voulez, vous continuez à prendre les biodéchets ou vous les prenez pas, mais on considère, et on a eu, alors là on est rentré dans une stratégie pas d'opposition, mais d'essayer de rencontrer, de discuter avec les élus, de créer autour de nous une synergie avec tous les collaborateurs, enfin d'essayer de convaincre que c'était dommage que si on arrêtait, il y avait 20 à 30 tonnes de biodéchets qui allaient repartir dans le circuit d'ordures ménagères, alors que si on le prenait, ça leur coûtait rien, puisque ce qu'ils économisaient. Enfin, donc ça a été peine perdue, ça a été une... Bon, on a beaucoup hésité, on s'est beaucoup bagarré, on a cherché dans tous les sens. On n'a jamais abandonné ce compostage parce que c'est révélateur de beaucoup de valeurs pour nous, donc on continue à le faire. On a basculé sur plus de bénévolat et moins de salariés autour de cette opération, comme autour de beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, particulièrement sur cette question du compostage, moi j'ai un peu du mal à comprendre, sachant quand même que les injonctions écologiques vont dans ce sens, qu'il y a eu le Grenelle, la loi de transition énergétique. Maintenant, je sais qu'en 2025, les collectivités seront obligées de trouver des solutions pour au moins 75% des biodéchets. Et je suis atterrée de voir à quel point on ne peut pas co-construire, on ne peut pas collaborer, on ne peut pas anticiper. On dirait que ça va leur tomber dessus en 2024 en disant « Oh ben zut, il faut qu'on trouve des solutions pour 75% des biodéchets, comment on va faire ?» Alors qu'il y a des énergies, il y a des idées, il y a des possibilités, et que c'est assez affligeant, c'est assez déroutant. Vous avez un deuxième jardin à Manosque ? Oui. Alors du coup, ce basculement, il s'est fait... donc on a 4 jardins à Digne qui ont été montés entre 2007 et 2013. Et puis, on a été sollicité par la ville de Manosque, comme quoi c'est les vases communicants, quand la collaboration avec une équipe municipale
se tarit d'un côté. On a essayé de solliciter par la ville de Manosque, toujours dans le domaine dans le cadre du contrat de ville. Et c'est vrai que Manosque est une ville qui a beaucoup misé sur les conseils citoyens issus du nouveau contrat de ville de 2015. Et ces conseils citoyens ont vraiment fait émerger ce très très fort désir de jardin. Et alors c'est assez intéressant parce que là, ça n'a pas été du tout une ambition politique. La ville de Manosque a toujours été réfractaire au montage de jardins solidaires ou partagés. J'ai connu dans les 10 années d'avant pas mal de petites associations qui ont essayé, qui n'ont jamais réussi. Et le fait que ça émerge vraiment de la demande citoyenne et de ce contrat de ville, on est venu nous demander, donc on a beaucoup hésité à s'externaliser ou pas. Et puis en même temps, c'est un petit peu ça qui a quand même permis de sauver quelques emplois, voire d'en créer d'autres. Donc on s'est lancé dans une aventure d'un grand jardin à Manosque et du coup, oui, on est plus, on a des financements. Enfin voilà, on a une vue à plus long terme sur Manosque. Est-ce que cette mise à mal de l'édifice que vous aviez créé avec les salariés, avec les bénévoles, vous a imposé de multiplier de nouvelles prestations pour équilibrer votre trésorerie? On avait déjà pas mal un modèle économique qui était basé sur pas mal de prestations offertes par la valeur jardin. Donc des activités de formation en jardinage biologique, des activités de jardinage chez les particuliers. On n'a pas vraiment augmenté. En fait, non, on a plutôt baissé nos ressources humaines. Et le raisonnement qui s'est fait sur Dean, c'est on se sentait tellement en danger qu'à un moment, ça a été vraiment une logique de survie en se disant, bon, l'association, elle a pu créer plein d'activités, plein d'emplois, c'était très bien. Maintenant, ça c'est en danger. Ce qu'il faut absolument sauver, c'est les jardins. Qu'à la limite, même s'il n'y a plus d'emploi, s'il n'y a plus de salariat. Et donc, depuis 2017, on est vraiment dans une démarche avec les 80 familles qui sont sur les 4 jardins de Digne à dire attention, on a encore 2-3 ans où on peut vous accompagner, on peut être là, mais il faut absolument devenir de plus en plus autonome. Et qu'au bout de compte, les quelques financements qui resteront, ça sera pour préserver ça, pour préserver la capacité des familles d'avoir accès à ces jardins. Est-ce que vous avez assimilé le profit des entretiens que vous avez eus avec Maïté et Jean-Louis? Oui, je pense que c'était vraiment dans tout un contexte de démarche globale, parce que au départ, c'était l'envie de témoigner. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas si on peut dire le traumatisme, mais bon, le choc de 2016-2017, il a été violent et vraiment vécu avec beaucoup d'incompréhension, de sentiment d'injustice, donc une forte envie de témoigner. Et puis, cette démarche comme ça de recherche perpétuelle de co-construction, on l'a fait avec différents partenaires dans différentes démarches. On est aussi dans une démarche, par exemple, de construction de gouvernance participative depuis 1 an. Enfin, ça nous a paru une des pierres à l'édifice, une des rencontres possibles, de façon à nourrir ces réflexions, cet engagement de plus en plus fort des bénévoles, cette façon de moins trancher. Jusqu'en 2016, c'était simple. Il y avait les professionnels, ils étaient là, ils bossaient. Voilà, tout allait bien. Et voilà, donc c'est certainement une crise très constructive. Hein. Et c'est vrai que ça nous a paru une des pierres à l'édifice. Alors, pour une association en souffrance, Docteur Juan, Docteur Laville, qu'est-ce que vous avez préconisé? Vous avez rédigé votre ordonnance, je l'ai vu. Vous voulez dire sur les résultats, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Comme je disais, précisément sur les fleurs de pierre. Oui, c'est ça. Sur à fleur de pierre, ce qui était très intéressant, c'est pour ça que à fleur de pierre, nous a quand même pas mal aidé pour construire la grille du bénévolat, parce que ce qui était très intéressant de voir, c'était que dans le cas d'à fleur de pierre, il y avait un groupe de bénévoles en fait qui s'est formé il y a 1 an et demi. En fait, pour repenser justement le fonctionnement associatif, le mode d'organisation, le partage du pouvoir dans l'association, les différentes instances de participation. Et c'est un groupe bénévole qui a réussi à s'autonomiser un peu et à impulser des questionnements et à participer de cette dynamique qui était déjà en cours de réflexivité de l'association sur elle-même.
Là, après, ce qu'a dit Christelle, c'est très vrai, cette question de la dépendance, peut-être qui a connu l'association à des élus écologistes, en fait, enfin, qui soutenaient vraiment l'association, et cette question aujourd'hui à laquelle est confrontée l'association, qui est celle de la diversification des relais institutionnels. Comment on fait pour être dans une dynamique d'interlocution avec plusieurs interlocuteurs, qui ne soient pas juste un seul élu qui soutient corps et âme l'association. Et ça, du coup, je rebondis sur le cas de la maison de Courcelles, où là, cette question du soutien, peut-être quand tu l'as peut-être pas mis l'accent dessus, mais moi, il m'avait semblé que le rôle de la maire dans justement cette question du lobbying, pas forcément du lobbying, mais cette question de ce travail de conviction auprès de la communauté de communes, il a été central pour justement impulser cette nouvelle contractualisation, ce nouveau contrat dont bénéficie aujourd'hui la maison de Courcelles. Donc, dans ce cas-là, vraiment, le travail, le militantisme des élus peut être central, en fait. Il y a les bons maires, les mauvais voilà, maires. on n'a pas voulu opposer de manière C'est Claire dichotomique. Collia, votre mère? C'est ça. Ah bah voilà. Non, c'est une petite histoire, je connais. Qui était rédactrice au magazine Village, pour ça, qui connaît bien la ruralité, qui s'est bien engagée aussi dans ce domaine. Oui, Christelle. Et puis après, vos questions, vos réactions, vos commentaires. Oui. D'accord. Alors Christelle, et puis après Juste très rapidement, quand j'entends Maïté parler, je réalise aussi des nouvelles choses. Ces groupes de bénévoles qui ont fait vraiment un travail réflexif, là aussi l'origine c'est encore à la fois de la crise et puis un sentiment d'attachement. Le premier groupe qui s'est formé un peu transversal entre salariés, membres du conseil d'administration et bénévoles et jardiniers, ça a été ce qu'on a appelé le combat compost, c'est-à-dire un premier groupe qui s'est créé en 2016 quand on a eu ce coup de massue de l'arrêt des financements pour le compostage. Et là, il y a vraiment un premier groupe de combat qui s'est créé. Donc c'est peut-être l'embryon, je ne l'avais pas réalisé, mais c'est peut-être l'embryon du groupe qui s'est fait, qui a pris jour un an et demi plus tard à peu près. Voilà, c'est tout. Jean-Louis. Oui, je disais tout à l'heure que ce qu'on est en train de voir, c'est le fait qu'il n'y a plus d'opposition entre le social et l'économique, mais qu'il y a plutôt des socio-économies de territoire et de proximité, pour reprendre le terme qui était employé tout à l'heure. Je crois qu'on voit aussi que ça va se faire difficilement, hein, mais quand même, l'un des enjeux, c'est aussi l'action publique de demain, hein, qui ne pourra, si on veut avancer en démocratie, que reposer sur une coopération conflictuelle avec les associations, hein, et entre les associations et les pouvoirs publics. Et je pense que le chemin, il n'est pas effectivement facile pour aller dans ce sens-là, hein, mais je crois que c'est le seul chemin dans lequel on peut véritablement avancer. Il me semble que si on s'arrête là, dans l'étude que l'on a fait, faut le dire clairement, ça ne servira pas à grand-chose. Hein, parce qu'on a commencé, ce que disait Maïté, nous, c'est quoi notre rôle, en fait? C'est d'essayer de valoriser ce qui a été invisibilisé dans les associations. Hein. Et donc, pour ça, on essaye d'utiliser des grilles. Hein, et ces grilles, elles ont pour but de faire quoi? De faciliter aussi le dialogue à venir entre des associations qui ont fait chacune leurs inventions et leurs innovations. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, donc on n'est pas au bout du chemin. Hein, ça veut dire que maintenant, on en parlait hier, ce qu'il faudrait, c'est que l'on puisse avoir un moment dans lequel on puisse échanger entre les différentes associations pour voir comment les éléments qui ont été mis au jour, ils peuvent s'enrichir mutuellement, hein, et ils peuvent participer aussi de la réflexivité de chacune des associations. Donc c'est un des éléments qui peut aussi être fait demain, c'est-à-dire de plus simplement avoir une enquête sur des associations prises de manière isolée, mais avoir une réflexion en commun avec vous sur comment ce qui a été fait dans chacune des associations peut aider à la réflexion des autres. Vos questions, vous vous présentez, hein, pour qu'on vous connaisse ou reconnaisse en même temps. Bonjour, donc Jean-Baptiste Jobard, moi je travaille au CAC, le collectif des associations citoyennes, qui est un collectif qui depuis la circulaire Fillon de 2010 essaye de défendre les libertés associatives de manière générale. À ne pas confondre avec le CAC 40. À ne pas confondre avec le CAC 40. Il y a des collectifs locaux qui essayent de se créer, notamment un en Loire-Atlantique. On espère que le CAC 44 va bientôt naître. Non, en fait, j'avais une remarque un peu générale et une question.
La remarque un peu générale, c'est de dire comment finalement, là, par rapport à ce que j'entends depuis hier, je suis très partagé entre ce qui me rassure, c'est-à-dire que hier, entendre l'importance de la création des espaces réflexifs, l'importance d'un autre regard sur l'évaluation, entendre Jean-Louis Laville et Maïté Jouan par une approche historique et aussi une approche internationale, essayer d'ancrer vraiment le monde associatif dans son histoire pour le dissocier de l'approche entrepreneuriale qui est de plus en plus présente. D'abord parce qu'on pousse les associations vers le marché, mais aussi parce qu'avec les entreprises à mission, avec la loi Pacte, et le fameux capitalisme d'intérêt général, on tend à dire que les entreprises font le travail que les associations faisaient. Donc, par rapport à ces éléments-là qui sont rassurants, moi, je suis partagé avec ce que j'entendais la semaine dernière, la présentation de l'étude de Viviane Chernonog, où les subventions continuent à baisser. Il n'y a plus qu'1 euro sur 5 dans les budgets associatifs qui est des subventions. Et puis, surtout, ce qui se développe le plus dans les budgets, c'est les recettes d'activité. C'est-à-dire que les services associatifs s'achètent de plus en plus pour ceux qui peuvent se les payer. Et par rapport à ça, il y a, pour moi, un enseignement principal de l'actualisation de cette étude du paysage associatif, c'est la suite de la bipolarisation. Ce que vous disiez tout à l'heure en parlant du balancier, on a l'impression qu'il y a les associations tout bénévoles et tout professionnelles. En fait, on assiste à la disparition d'un écosystème avec la disparition des associations moyennes. Et en fait, le FONGEP, avec la suppression des emplois aidés, avec au niveau régional en Ile-de-France, la suppression des emplois trop pleins, etc., devient quelque part une espèce d'espace de préservation de possibilités d'action pour ces associations moyennes. Alors, je rebondis sur la question de Jean-Louis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire que comment ne pas laisser ce qui a été présenté jusqu'à présent lettre morte, parce que les vents contraires soufflent quand même très très fort. Et je ne vois pas comment on va pouvoir essayer de mettre en place ce qui est préconisé si on ne consolide pas des espaces de résistance comme le devient de plus en plus en fait le FONGEP. Donc voilà, c'était vraiment pour rebondir sur cette question, comment on fait. Alors j'en profite pour faire un peu de communication. On fait notre université d'été à Marseille dans 15 jours. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas très cher. Et Marseille, c'est un laboratoire extraordinaire. On pourra en reparler, mais... L'été à Marseille, c'est pas mal. Et voilà. Et petite note, vous avez mis au point une plateforme répertoire des associations. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, parce que par rapport à carnet de campagne, c'est quelque chose qui se connecte très très fort. On parlait du Transiscope, alors certains ne connaissent pas encore peut-être. C'est pas une cartographie, le Transiscope, c'est un ensemble de cartographies